Bonjour à tous, un grand merci à Julien Perron pour cette invitation au festival de l'école de la vie. Et voilà, très heureuse de pouvoir passer ce moment avec vous. Donc je suis Caroline Sost, comme tu nous le disais, donc je suis une ancienne des ressources humaines, j'ai travaillé 8 ans dans le monde des entreprises, un monde où j'ai trouvé que la performance était au rendez-vous, mais le sens pas trop. Qui est d'accord avec moi ? Voilà. Et où je me suis dit qu'il était que ce manque de sens était assez dramatique à mes yeux, puisqu'à la fois ça faisait du mal en interne aux gens qui sont dans les entreprises souvent stressés, pressurisés, et puis ça faisait pas du bien non plus en externe, puisque les entreprises souvent ne se soucient pas de leur impact sur le court, le long, le court, le moyen, le long terme. Et donc pour moi c'était important de se poser cette question du sens. Donc j'ai suivi, il y a des années de ça, il y a 20 ans, en fait, un parcours sur le leadership éthique avec une femme qui s'appelle Edel Goethe, et je vous présenterai un petit peu sa théorie tout à l'heure. Et ce parcours m'a fait prendre conscience de l'état du monde, et je me suis dit, mais mince, en fait, si on continue à éduquer comme on éduque, alors on va tous aller tout droit dans le mur. Bon, en fait, le mur se rapproche sérieusement, mais je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui permettent de faire bouger les lignes. Et donc, Living School en est une. On existe depuis 2007 à Paris, donc c'est notre 13e rentrée. Et nous avons cette particularité d'être une école qui, à la fois, travaille la façon dont nous nous sentons à l'intérieur, de manière à être épanouis, parce que nous partons du principe que si nous sommes épanouis, si nous sommes bien, alors assez naturellement nous allons faire du bien autour de nous. Et donc nous sommes aussi une école éco-citoyenne, c'est-à-dire une école qui a pour vocation de former des citoyens épanouis et responsables qui contribuent à un mieux-être dans la société et dans le monde. Alors, avant de me lancer dans le fait de vous présenter un peu qui nous sommes, je voulais faire connaissance avec vous. Donc, qui sont ceux d'entre vous qui sont des parents ? Ah oui, grande majorité. Et d'ailleurs, c'est génial d'être dans un festival où on voit autant de bébés, autant d'enfants. Je trouve ça super. Qui sont ceux d'entre vous qui sont des professionnels de l'éducation ? Ah ouais, c'est génial. Alors ça, c'est chouette d'avoir un public comme ça. Qui sont ceux d'entre vous qui diraient qu'ils sont conscients de l'urgence et des enjeux ? Waouh! Alors là, ça c'est formidable. Vraiment, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Alors, j'ai une dernière petite phrase en bas qui dit sortir du clivage public-privé. Parce que très souvent, en donnant des conférences, je me suis retrouvée avec des gens qui disaient « Oui, mais vous êtes privé, mais… » Je pense que ce débat ne doit plus avoir lieu. C'est-à-dire qu'on est dans un tel moment, face à une telle urgence, qu'on a besoin au contraire de se serrer les coudes pour épanouir les enfants et les jeunes et pour apporter du sens, pour que chacun puisse contribuer à son niveau au changement de paradigme qui est si nécessaire. Alors, je voulais commencer en vous posant cette question de quoi est-il question en éducation ? Alors, je ne suis pas très juste, c'est que je ne vais pas prendre le temps de prendre vos réponses, mais vous faire part un peu de mes réflexions. Pour moi, nos systèmes un peu anciens et classiques, donc certainement pas ceux que vous représentez si vous êtes ici, sont quand même restés un outil de sélection. Ils sont aussi basés sur le langage, le logico-mathématique, pour ceux qui connaissent notamment Howard Gardner. Ils répondent à un modèle éducatif qui est pensé pour l'industrie. J'ai bien aimé l'expression des écoles industrielles de Sophie Rabi. Et c'est un système qui crée des inégalités et qui se creuse avec des jeunes qui sortent, à peu près 110 000 tous les ans, sans qualification. Et quand on a dit sans qualification, on n'a absolument rien dit de leur vécu. Souvent, ce sont des jeunes qui pensent qu'ils sont nuls. Et le terme qu'ils utilisent, c'est ça, je suis nul. Et je trouve terrible que des jeunes qui ont forcément tous du potentiel, puisque moi je pars du principe que nous avons tous du potentiel, puissent penser une seconde qu'ils sont nuls. C'est un vrai gâchis et pour eux et pour la société tout entière. Et heureusement, il y a plein d'enseignants en route, plein de professionnels de l'éducation en route, et vous en faites partie, donc un grand bravo. Alors, pour moi, de quoi est-il question ? Je reprends cette une du Monde de novembre 2017 qui disait « Il sera bientôt trop tard ». En fait, pour être totalement honnête avec vous, je suis plutôt de nature joyeuse et optimiste. Et dernièrement, j'ai des moments un peu d'angoisse, un peu de stress. Je suis maman de 2 petites filles. Et je me réveille quelquefois en me disant « Mais mince, qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde ?»
pour moi, on fonce droit dans un mur à toute vitesse. Et donc, on a vraiment besoin de changer la donne, de changer le paradigme. Et juste pour ceux qui ne seraient pas très informés, mais vous êtes très informés, les indicateurs qui sont dans le rouge, donc l'article du Monde parlait de 9 indicateurs. Bon, là, j'en cite que quelques-uns. L'eau douce, la disponibilité qui a été divisée par 2 depuis 1960. La biodiversité, moi, ça, c'est un chiffre qui m'a fait retourner le cœur, surtout quand on est proche des enfants et qu'on aime les animaux. 58% des vertébrés qui ont disparu depuis 1970. C'est juste énorme. Et puis, la hausse des températures, alors ça, c'était 2017. Maintenant, vous pouvez ajouter 2 ans de ça, donc 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. Et plein d'autres, si on continue de pêcher au rythme où on pêche, il n'y aura plus de poissons dans l'océan en 2048. Enfin, tout ça, c'est demain, et je trouve qu'on ne s'y prépare pas assez. Donc pour moi, de quoi il est question en éducation ? Il est question vraiment de permettre aux enfants de devenir des citoyens épanouis, responsables, de former des acteurs de changement, et qui contribuent à transformer positivement la société et le monde. C'est vraiment pour moi le plus important. Et ça demande un vrai changement de paradigme, un vrai changement de cadre de référence. Alors là, je vous mets en image, je ne vais pas avoir le temps de m'appesantir là-dessus, mais ce que j'entends par changement de paradigme. Pour moi, on doit passer d'une vision sur la limitation, c'est-à-dire peut mieux faire, oui, ça c'est bien, mais la dictée où on va entourer toutes les fautes, par exemple. Au fait de voir l'enfant dans son plein potentiel. Donc pas le voir dans ses manques, pas le voir dans ses limitations, mais le voir dans son plein potentiel. On a besoin de passer de la compétition à la coopération. On a besoin de passer d'une dynamique qui est sur le stress, où on stresse clairement les élèves. Je crois qu'il y en a 35% qui vont tous les jours à l'école avec un mal au ventre. Au plaisir, parce que ça devrait être un plaisir, c'est naturel d'apprendre, ça devrait être un jeu. Passer de l'abstraction, puisqu'il y a quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez des cours de maths très avancés là, mais quelquefois c'est un peu fumant. Donc, et pourtant les maths ça peut être génial, mais voilà, quelquefois c'est trop déconnecté du sens. Sortir des jugements de valeur, il est lent, il n'est pas très intelligent, à une vision vraiment sur le plein potentiel et l'empathie, à passer à l'empathie. Passer d'une éducation qui focalise beaucoup sur la tête à une éducation beaucoup plus globale qui tient compte de la globalité du potentiel humain. Et pour moi, la globalité du potentiel humain, on n'est pas qu'une tête, mais bien sûr que non. Nous sommes un corps, nous sommes un cœur, nous sommes une tête et nous sommes aussi une dimension de créativité, de vision, d'innovation. Passer de l'obligation, là, vous en avez entendu pas mal parler de l'obligation avec Sophie, à l'autonomisation, le fait de pouvoir les autonomiser. D'un système qui est élitiste, puisque ça va être une sélection, donc on va sélectionner de plus en plus une élite qui fonctionne en plus dans l'abstraction, à plutôt un système qui est inclusif. Tout le monde a sa place, tout le monde peut développer son potentiel. Du quantitatif au qualitatif, évidemment, et puis sortir d'une adaptation, puisque moi, si je suis un peu cynique, je dirais qu'une école classique va avoir tendance à former des bons producteurs-consommateurs, à plutôt la transformation, apprendre aux enfants à créer, à inventer le monde de demain, puisque c'est ce dont nous avons besoin, vu les enjeux. Donc c'est ce que nous faisons à Living School. Et donc on est une école éco-citoyenne qui existe depuis 2007. Nous accueillons 92 élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Et on est aussi un centre de loisirs, on est aussi un centre de formation, puisqu'on a formé plus de 2000 personnes. Là, je parle juste des professionnels de l'éducation. On forme aussi les parents en atelier d'aide à la parentalité le soir, plusieurs fois par mois. Et sur quoi ça se base ? Donc, je vous avais dit que j'avais suivi en 2000 une formation qui m'avait énormément apporté. Donc, je suis formée en leadership éthique, donc, qui est un courant qui est développé par une femme qui s'appelle Edel Goeth. Et leadership, c'est pas au sens classique du leader qui écraserait les autres ou qui serait supérieur. C'est leadership au sens de pionnier, celui qui va aller défricher, qui va aller chercher des choses nouvelles, innover. Mais c'est un pionnier qui reconnaît la capacité d'autres à être pionniers. C'est-à-dire qu'on n'est pas à se dire « nous, on est supérieur à d'autres ». Tout le monde peut être un leader éthique. Et éthique au sens de répondre aux besoins fondamentaux des êtres humains. Donc à la santé, à la sécurité, au respect, voilà, tous les besoins, l'accès à la connaissance juste, à l'information, se réaliser au travers d'un projet
de qualité. Donc on va vraiment travailler au fait de répondre à tous les besoins des êtres humains. Et on s'appuie aussi sur la psychologie d'évolution, qui a été également développée par Edel, et qui part, elle, du principe que chacun d'entre nous dispose d'un potentiel de création qui est immense, qui est quasi infini en fait. On a une infinité de possibilités de créer, de concevoir, d'imaginer, de prendre conscience, de se repositionner, d'évoluer. Et c'est ce potentiel dont il est question. Et pour moi, c'est vraiment important de voir que ce potentiel, il existe chez tout le monde. Tout à l'heure, on parlait avec Sophie des enfants qui peuvent souffrir soit d'un handicap, soit être dans le spectre de l'autisme. Évidemment, ces enfants-là ont aussi un potentiel immense et infini. Et donc, pour moi, c'est très important de le voir. Et là, je vous ai mis quelques ouvrages de référence sur le leadership éthique et la psychologie d'évolution. Alors du coup, au Living School, quand je me suis lancée dans la création en 2007, il y avait 3 piliers qui sont toujours, 12 ans après, les mêmes piliers. Le premier, c'est le savoir-être. C'est de se dire, le plus important, c'est d'abord d'être bien avec soi, d'être bien avec les autres. Et à partir de ce moment-là, tout le reste va être facile et va découler naturellement. Le deuxième, c'est l'éco-citoyenneté. C'est permettre aux enfants, aussi petits qu'ils soient, de porter des projets pour la planète, pour le monde. Et puis le troisième, c'est le fait qu'on ait un centre de formation pour les adultes, qu'on puisse former les parents, les enseignants, les professionnels de l'éducation. Alors je vais vous développer un peu tout ça avec des petits exemples bien concrets. Donc voilà, sur le savoir-être, pour nous, la première des choses qui va être importante, c'est vraiment de reconnaître ce plein potentiel à tous nos élèves. C'est aussi d'être dans le non-jugement. C'est évidemment l'exemplarité, parce que nous les adultes, si nous n'avons pas confiance en nous, évidemment on ne va pas pouvoir transmettre ça aux enfants. C'est le fait de considérer le potentiel dans sa globalité. C'est parler de coopération, de centrage. Donc je vais vous développer tout ça avec des petits exemples. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette notion du plein potentiel, si j'étais arrivée avec mes enfants de maternelle quand j'ai débuté en 2007 et j'avais dit « t'as un gros potentiel à un enfant de 3 ans », je pense qu'ils m'auraient regardé avec des yeux de merlan-frit en se disant « mais qu'est-ce qu'elle veut bien me dire ?» Donc j'ai trouvé cette idée qui était de dire « tu as un grand trésor à l'intérieur de toi, c'est ton trésor intérieur ». Et ça a énormément résonné pour tous les enfants. Pour eux, c'était une évidence que « mais oui, bien sûr, j'ai un grand trésor ». Mais évidemment. Et je dirais peut-être que seuls les enfants qui avaient une très mauvaise image d'eux-mêmes, déjà liée à des impacts reçus dans leur éducation, ne raisonnaient pas à ça. Mais sinon, la grande majorité des enfants raisonnent au fait que, mais bien sûr, j'ai un grand trésor à l'intérieur de moi. Et à l'école, nous parlons aussi du potentiel qui a été frustré, qui a été contrarié, qu'on pourrait appeler, nous, dans notre langage adulte, l'ego négatif. Et les enfants, quand j'ai démarré l'aventure en 2007, sont arrivés avec un terme pour décrire ça, qui est le crocodile. Et j'ai trouvé ça assez génial parce que, du point de vue du cerveau, le crocodile, il a en commun avec nous un cerveau qui est le cerveau archaïque, le cerveau qu'on dit reptilien, qu'on appelle reptilien. Et j'ai trouvé que le terme du coup de crocodile était plutôt bien approprié. Et donc voilà, donc on travaille avec ces deux termes. Le fait que nous avons un grand potentiel, un immense potentiel. Tous les enfants ont un grand trésor. Donc vu qu'il y a plein de parents ici, vous allez pouvoir dire ce soir à vos enfants, tu as un grand trésor à l'intérieur de toi. Et ça, je peux vous dire, ça fait du bien aux enfants de l'entendre. Et puis bon, nous avons tous un crocodile. Méfiance, si vous parlez trop du crocodile et pas assez du grand trésor, ça marche pas trop, hein? D'accord? Vous me suivez? Alors, comment est-ce qu'on aide les enfants à déployer leur plein potentiel ? La première des choses, pour moi, c'est vraiment de ne pas faire d'erreur d'identité. Les enfants, ils sont ce plein potentiel. C'est ça c'est leur identité. Ils sont ce plein potentiel. À la fois, toutes les qualités qu'ils manifestent déjà, toutes les qualités qu'ils pourraient potentiellement manifester. Un petit enfant, par exemple, qui, au départ, est un peu dur, on sait très bien que la douceur fait potentiellement partie d'elle et qu'elle pourrait apprendre à devenir douce. Voilà, pour nous, ça, c'est la base, c'est normal. Une petite enfant ou un petit enfant qui serait timide au départ, qui donne l'impression d'être timide, pour nous, il n'est pas timide par nature, il va pouvoir évoluer. Et nous avons un ego, nous avons un crocodile. Nous ne sommes pas notre crocodile. Ça a l'air de rien, comme ça a l'air très simple, mais je peux vous dire que ça a fait des miracles pour plein d'enfants. D'un seul coup de se dire, mais en fait, ma colère, c'est pas moi, c'est mon ego, c'est mon croco. Et je peux apprendre à gérer mon ego, je peux apprendre à gérer mon croco. Ça fait plein de miracles aussi pour les adultes, hein.
C'est-à-dire que c'est pas que pour les enfants. Ça s'applique évidemment à nous aussi. Donc on peut apprendre à le gérer, à le diminuer, ce crocodile. Alors là, je vous donne quelques pistes de comment justement déployer le potentiel et je vais développer les uns après les autres. Donc le non-jugement pour nous, il est essentiel. C'est-à-dire c'est de ne pas condamner, de ne pas critiquer, de ne pas dire d'un enfant il est lent ou alors il est timide. Et ça commence aussi par soi. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de jugement de valeur vis-à-vis de vous-même, ça va être difficile de pouvoir transmettre ça aux enfants. Donc c'est important déjà d'être généreux, d'être gentil avec soi-même. Et évidemment, d'être dans le non-jugement, ça n'empêche en rien de faire un constat objectif sur des situations. C'est-à-dire qu'on peut recevoir un élève qui, pour l'instant, dont le comportement pour l'instant est violent, et pouvoir dire oui, son comportement est violent, et ça, c'est sans le condamner. C'est-à-dire que c'est son comportement qui est comme ça, on sait qu'il peut évoluer. Ça ne nous empêche pas de discerner, ça ne nous empêche pas de nous atteler à la tâche pour l'aider à évoluer. Donc c'est important de se dire, c'est pas parce qu'on est dans le non-jugement qu'on ne voit pas les choses ou qu'on fait bisounours. Voilà, non, on va au contraire travailler. Et c'est basé, le non-jugement, sur le fait que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, ce qu'il sait, ce qu'il est à un moment donné. Ça a l'air de rien à nouveau et c'est énorme. Si chacun dans sa vie met en œuvre cette phrase, ça fait des grands effets. C'est pas évident le non-jugement, c'est vraiment pas évident. Ça vous parle ? Allez, ceux à qui ça parle, que je vois. Ouais, super. Et à soi, en tant que parent aussi, se dire ça. Je fais du mieux que je peux avec ce que je suis, ce que j'ai à un moment donné. Alors pour nous, la valorisation, c'est très important. Parce que c'est reconnaître le plein potentiel des enfants. C'est le mettre en lumière. Une maman qui a suivi la même formation que moi en leadership éthique, en psychologie d'évolution, elle nous avait raconté que quand elle avait commencé à mettre en œuvre tout ça, à parler du grand trésor à son fils lui avait dit « Maman, quand tu m'encourages, je me sens fort !» Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'un enfant qui est valorisé, il va se sentir encouragé, il va se sentir fort. Et reconnaître toutes ces qualités, c'est ce qui permet vraiment de construire une bonne image de soi. Donc pour nous, c'est très important. Et ça commence aussi par soi. C'est-à-dire que si vous êtes sans arrêt dans la valorisation de votre enfant, mais que vous-même vous vous dévalorisez, qu'au moindre écart vous vous traitez de patate, par exemple, ben ça ne marche pas non plus. Donc c'est très important de vraiment pouvoir être gentil à nouveau avec soi et généreux. Et donc, c'est sortir aussi de cette fameuse posture du peut mieux faire, qui est quand même assez répandue dans le système classique, pour aller sur le plein potentiel des enfants et vraiment mettre le regard sur vraiment leurs ressources. C'est pas toujours évident, hein. Je vous dis ça parce que ceux qui ont des classes, quand déboule dans une classe un enfant avec un comportement, on va dire, agité, bah au départ, on voit que ça. Nous ne voyons que le comportement agité qui nous détruit l'ambiance de classe. Et puis à un moment, d'un seul coup, ah mais attends, mais non, mais cet enfant, en fait, il a du potentiel, il a un plein potentiel. Comment je m'adresse à son potentiel pour l'aider à canaliser cette énergie ? De quoi est-il question en dessous ? Donc ça va être tout ce travail-là. Alors un outil qu'on a à Living School et que nous adorons, et qui est vraiment un outil que vous pouvez mettre en œuvre très très rapidement, c'est le cahier de réussite. Donc tous nos élèves, mais aussi tous nos enseignants, individuellement et collectivement, nous avons des cahiers de réussite. C'est pas un cahier de compétences, c'est vraiment un cahier où on va célébrer, nous allons célébrer les réussites que nous avons. Ça peut être un enfant qui va nous dire je suis super content parce que papa a enlevé les petites roulettes de mon vélo et maintenant je fais du vélo sans mes roulettes. Ça peut être un autre de grande section qui va nous dire tout à l'heure quand on est sorti, j'ai lu pizza. Et là c'est génial, Eureka, il a lu son premier mot. Et puis pour nous, les adultes, ça peut être bon, je suis hyper content de moi parce qu'aujourd'hui au travail, je me suis affirmée pour un truc qui était juste, personne n'osait le dire, mais moi je me suis positionnée. Et là, super réussite. Et tout le monde célèbre ça. Donc ça peut être à la maison, le cahier de réussite, en famille, le dimanche soir par exemple, un petit rituel tous ensemble. Et ça peut être dans la classe, toutes les semaines, on se retrouve avec les enfants et chacun partage ses réussites. Ce qui est formidable, c'est que les enfants, au fur et à mesure, se donnent des petits coups de main entre eux pour se trouver des réussites. On a aussi un autre rituel qu'on adore en maternelle, qui est le bocal des billes de réussite,
où pour chaque réussite individuelle ou des réussites collectives, alors ils ont même des codes avec des petites billes ou des gros galops pour les plus grosses réussites collectives, on va mettre dans le pot des billes de réussite, et quand on arrive dans la classe en haut du pot des billes de réussite, alors on fait une petite fête. Autant vous dire que la motivation est à son comble pour pouvoir remplir ce bocal des billes de réussite. Et les enfants adorent le bruit que ça fait quand il y a la bille qui tombe. Alors, une activité qu'on a empruntée à Eileen Snail, celle qui fait calme et attentif comme la grenouille, c'est la balle des compliments. Formidable, la balle des compliments. Les enfants s'envoient à tour de rôle sans jamais repasser par le même enfant, donc chacun passe une balle pour se faire des compliments. Tu es un bon ami, tu es gentil, tu es créatif, tu es sportif. Et très souvent, on se retrouve nous aussi à récupérer la balle, et c'est hyper touchant d'avoir leur valorisation aussi. Alors souvent, j'ai cette question de « ouais, mais attention, si on les valorise trop, ça peut être dangereux quand même. Ils risquent de prendre la grosse tête, d'avoir des grosses chevilles. » La réalité, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que plus on devient, j'allais dire presque propriétaire de son potentiel, plus on est capable de le voir chez les autres et d'avoir envie qu'il se développe et qu'il rayonne chez les autres. Donc il n'y a pas de risque à trop valoriser. Et j'ai une belle anecdote par rapport à ça. On avait accueilli en CE2 il y a des années de ça une petite fille qui s'appelait Léopoldine, et vu qu'on est une école qui parle anglais, elle avait du coup 5 années de retard entre guillemets sur l'anglais dans notre classe. Elle était hyper stressée, et son prof d'anglais, Alan, formé à notre pédagogie, lui avait vraiment fait prendre conscience que non, elle a le potentiel de rattraper ça, et on va faire des étape par étape, et elle va y arriver. Et en fin d'année, effectivement, Léopoldine a été non seulement à l'aise, mais elle parlait même de temps en temps le midi avec des enfants bilingues en anglais. Donc c'était vraiment remarquable la progression qu'elle avait faite. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Alan devient papa, décide de rentrer vivre au Canada, et je lui dis « Allez, Alan, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus à Living School avant que tu ne repartes ?» Il me dit « Bah tu sais... » Bon, il avait 2 souvenirs, mais je vais raconter celui de Léopoldine. Il me dit « Tu sais, eh bien... » Un jour, j'étais à la garderie avec Léopoldine, et il me dit « Tu te souviens comme je l'ai accompagnée par rapport à l'anglais ?» Et je lui dis « Oui, bien sûr. » Et elle me dit « Alan, tu pourrais me dessiner, s'il te plaît, un éléphant ?» Il me dit « Bah, je lui réponds « Oula, non, alors moi déjà, je sais pas dessiner. » Et Léopoldine s'avance, lui met gentiment une main sur le bras et lui dit « Alan, tu sais, si tu veux apprendre à dessiner, tu peux devenir un bon dessinateur. » Et j'ai trouvé ça formidable de voir que les enfants voient le potentiel même chez les adultes. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que mettre le regard sur le potentiel, ça ne fait que du bien. Alors après, je vous ai parlé du potentiel frustré contrarié de notre crocodile. Évidemment, quand ça se manifeste, le crocodile, il peut se manifester de plein de façons. Il peut se manifester dans l'agressivité, la colère, l'énervement, l'exaspération. Il peut se manifester de manière plus subtile dans le retrait, la résistance passive, le fait de ne pas vouloir faire, d'être renfermé, replié sur soi. Il peut se manifester aussi par un côté un peu déprimé, fatigué, pas heureux. Et donc, nous allons apprendre à l'école à pouvoir gérer ça, à pouvoir gérer nos émotions et apprendre à se recentrer. Se recentrer sur quoi ? Sur notre plein potentiel. Et donc, nous avons pas mal nous enseignons aux enfants pas mal de pratiques, de repères pour apprendre à se recentrer. Déjà, ça commence par évidemment la conscience. Être conscient que, tiens, mon crocodile est sorti. Ah, j'en étais pas forcément conscient. Bon, ce qui est génial dans une école, c'est que si vous n'en êtes pas conscient, généralement autour de vous, il y a 2-3 enfants qui le sont et qui vont vous le dire. Mais qui vont vous le dire de manière sympathique dans le non-jugement. Et puis, on apprend à respirer, on fait tous les matins un éveil corporel. On fait de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation. On a un jardin zen, alors je vais vous montrer en image ce que c'est, un coussin de recentrage et un punching ball. On va voir ensemble ce que c'est que tout ça parce que c'est peut-être un peu bizarre. Donc le jardin zen, c'est vraiment tout simple. C'est-à-dire que dans toutes les écoles, il pourrait y avoir un jardin zen. Vous prenez un plateau, vous mettez du sable, vous prenez des galets, vous prenez des râteaux ou des fourchettes et poum, vous avez votre jardin zen. C'est génial, ça coûte pas grand-chose. Et donc le jardin zen, on y envoie les enfants qui ont besoin de se recentrer, se retrouver, de faire un peu redescendre quand ça a été agité. Et donc ils vont dessiner des formes, faire un petit temps dans le jardin zen. Et puis,
s'il y a vraiment trop d'énergie, dans la classe, on a le coussin de recentrage. Alors, qui n'est pas un coussin de colère, c'est-à-dire qu'on ne va pas boucler sur la colère, focaliser sur la colère. Il porte son nom parce que c'est vraiment je me recentre, je vais retrouver mon plein potentiel. Donc souvent, les enfants ils terminent en étant tout contents, en disant j'ai un plein potentiel, ou voilà, en étant vraiment heureux de se retrouver. Et puis on a la version plus grande, celle-ci, punching ball. Et là-dessus, j'ai une petite anecdote. Donc, à une époque, j'enseignais en classe de grande section CP. J'avais mes 23 loulous. Et dans les 23 loulous, j'avais un petit loulou en début d'année qui, à ce moment-là, était encore beaucoup dans l'opposition. À chaque fois qu'on lui faisait une proposition, ou que je lui faisais une proposition, c'était non, non, non. C'était pas évident à gérer, puis c'était pas évident de me gérer moi avec cette opposition. Et on était en rassemblement, et puis moi, je commençais à pas me sentir forcément bien, mais je ne me rendais pas nécessairement compte. Et là, j'ai un élève qui lève la main. Oui, Elmar. Donc, il s'appelle Elmar. Et il me dit, Caroline, j'ai l'impression que t'es un petit peu énervée. Alors, je reprends le temps de ressentir et je lui dis, oui, Elmar, t'as entièrement raison. Peut-être que tu devrais aller te recentrer. Oui, tout à fait, je crois que tu as raison. Et là, je me dis, mince. Il me dit, pourquoi tu n'irais pas au punching ball? Ah là là. Et là, je me dis, oui, oui, tout à fait, oui. Sauf que le punching ball est dans la pièce d'à côté, que j'ai mes 23 loulous en rassemblement. Et donc là, il y avait vraiment cette question de est-ce que je leur fais confiance ou pas, quoi. Est-ce que j'y vais pas? Et puis je me suis dit, bon, l'important, c'est l'exemplarité. Donc j'y vais. Donc j'aurais dit, t'as raison, Elmar, j'y vais. Et j'y suis vraiment allée. Alors il se trouve que le punching ball est de l'autre côté et par la vitre, on voit la classe. Donc j'avais quand même un petit filet de sécurité. Donc j'y vais, pas pour leur faire plaisir, mais en me disant, j'en profite vraiment pour décharger mon énervement. Donc j'avais mis les gants de boxe, je commence à faire et tout. Je termine en étant vraiment soulagée. Et là, je regarde, et ils étaient tous sur le point des pieds, en train de regarder si je faisais bien. Alors c'était trop mignon. Et je reviens, et ils m'attendaient. Et ça m'a épatée. Et je me suis dit, voilà, en fait, le cadeau que nous, on leur fait, ils nous le retransmettent. Ils nous refont ce cadeau à nous aussi pour dire, bon, ben, t'en avais besoin, et ben voilà, nous, on te le fait aussi. Et c'est vraiment pour vous dire que pour moi, l'exemplarité, elle est clé. C'est vraiment pas une façon d'influencer, c'est la seule. Et pour moi, le travail sur nous, quand on est éducateur, quand on est parent, quand on est enseignant, il est primordial. Parce que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, ce qu'il sait, ce qu'il est à un moment donné. Mais je dois avouer que nous nous trimballons tous quand même des petites casseroles, des plus ou moins grosses. Et que c'est important de s'occuper de nos casseroles. Parce que sinon, on s'y trimballe aussi avec les enfants que nous éduquons. Et c'est dommage de leur apporter nos petites casseroles. Donc à Living School, j'avais fait ce choix révolutionnaire à l'époque qui était d'envoyer en travail sur soi, en profondeur, mon équipe 5 à 20 jours par an. C'est toujours le cas. On les forme de manière à ce qu'ils transmettent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Et là, je voulais vous donner ce petit repère, enfin, qui n'est pas un petit repère, qui est un gros repère. Mais j'ai pas trop le temps de m'appesantir sur la théorie, mais je vous dis quand même en quelques mots. On va vraiment travailler chez l'enfant le fait qu'il développe un bon repère intérieur. C'est-à-dire qu'il ne donne pas une importance démesurée au regard des autres. Parce que pour nous, c'est important qu'il puisse rester au contact de ce qu'il ressent, rester au contact de ce qui est juste, et qu'il puisse se positionner pour ce qui est juste et qu'il ne se laisse pas aliéner par le regard des autres. Donc on travaille énormément ce repère intérieur. On utilise notamment un petit livre qui s'appelle La Fée sans aile, qui est aux éditions Pour Penser, qui sont exposants sur le festival. Et un enfant, par exemple, qui va venir me voir en me disant « Caroline, t'as vu comme il est beau mon dessin ?» Première chose, qu'est-ce que je vais faire ? Alors je vais regarder, oui, bien sûr. Après, qu'est-ce que je fais? Le décrire? Oui, mais pas nécessairement. Lui, il est arrivé vraiment avec une demande. Vous avez senti sa demande? C'est la deuxième étape. Donc lui demander si lui, il le trouve beau, c'est la deuxième étape. Moi, la première chose, c'est qu'est-ce que je sens? Cet enfant arrive, il fonce vers moi avec un besoin de reconnaissance. Je vais lui donner. Oui, c'est bon, tu es arrivé, tu es au bon endroit, tu es une bonne personne, tu es quelqu'un de merveilleux. Oui, c'est beau ton dessin. Et ensuite, dans un deuxième temps, et toi, est-ce que tu es content de ton dessin? Est-ce que ton dessin te rend heureux? Parce que tu vois, c'est ça le plus important. Mais dans un premier temps, je vais d'abord lui donner. Parce qu'il recherche ça, il a besoin de cette reconnaissance. Alors, je vais vite là-dessus, mais la coopération,
en fait, nous, on va toujours travailler au fait de sortir des logiques de compétition pour aller vers la coopération. On fait énormément de choses, notamment on a comme règle de vie, nous réussissons tous ensemble. Ça fait partie des règles de vie de l'école. Dans toutes les classes, nous réussissons tous ensemble. J'ai un souvenir en classe verte, un animateur d'un centre qui dit « Allez, le premier arrivé au goûter a gagné !» Et là, aucun des élèves ne s'est mis en branle. Et il y a Tiber qui s'est tourné vers lui, qui lui a dit « Tu sais Francis, nous on joue pas à ce genre de jeu où il y en a un qui gagne et tout le monde qui perd. » Et le soir au repas, c'était assez énorme de l'entendre dire ça, raconter ça. Et on a évidemment des jeux coopératifs, on a beaucoup des buddies, donc vu qu'on est école anglaise, j'ai pas trop le terme en français, mais en gros, on a un système de parrainage entre plus grands et plus petits. Et puis, on a une métaphore qui est la métaphore de la montagne que vous pouvez utiliser dans vos classes, qui est extraordinaire. C'est de dire, cette année, nous allons franchir une montagne. On est en CP, par exemple. Nous allons franchir une montagne. Mais vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons y aller tous ensemble. Est-ce qu'on va laisser quelqu'un au bord de la route ? Non. On laissera personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Et là, je peux vous dire qu'en cours d'année, quand un moment pour Juliette, par exemple, c'est pas facile, qu'elle rame un peu, qu'elle a envie d'abandonner, que c'est pas facile, et ben il y a un copain qui va se tourner vers Juliette et qui va lui dire « Tu te souviens ? C'est la montagne. Mais on va y aller tous ensemble. On va pas te laisser au bord du chemin. » Donc c'est vraiment ça. La coopération, pour moi, c'est tout le monde ensemble. Et donc on a des jeux du parachute, crayon coopératif, c'était juste pour vous donner des idées. Et puis on a le fait de travailler sur l'éco-citoyenneté qui est pour moi le cœur du réacteur de ce que nous faisons, mais on le fait sur la base du savoir-être. C'est-à-dire que si nos enfants et nous-mêmes n'avions pas confiance en nous, nous ne pourrions pas faire aussi bien ça. Et donc l'éco-citoyenneté, c'est vraiment l'idée de permettre aux enfants de porter des projets pour la planète. Alors évidemment, on a aussi de l'exemplarité, on travaille dans des locaux écologiquement conçus, une cantine bio, etc. Mais le plus important pour moi, c'est tout ce que font les enfants. En fait, les enfants, ils adorent les animaux et ils sont très tristes des animaux en voie de disparition. Donc chez nous, beaucoup de projets portent autour de parrainer des animaux en voie de disparition. Donc 21 pandas, 23 ours polaires, 7 tigres, on a eu des chimpanzés aussi. Des baleines, des tortues, des coraux. On a fait beaucoup de reforestation ici et là-bas. C'est-à-dire que pour des arbres plantés en France, on a replanté des arbres ailleurs. Et puis on a apporté notre soutien à des gens comme Raoni, Claudine André. Pour la COP21, on avait travaillé avec 8 autres écoles pour interpeller les leaders qui allaient prendre les décisions. On est allé même dans le Train to Paris, diffuser notre vidéo des 9 écoles internationales pour leur montrer que les décisions qu'ils allaient prendre étaient drôlement impactantes pour les enfants. Voilà, et puis on est là aussi pour faire bouger les parents, nos partenaires, nos fournisseurs et faire bouger les lignes. On est une Changemaker School dans le réseau d'Ashoka et tout ce qui est reconnexion à la nature. Alors je vous développe ça rapidement, mais voilà, un très bel exemple de ce que nous faisons, c'est l'exemple de la classe 4. Initiative totalement spontanée, dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Manon et Lula, qui sont là, arrivent et disent non mais en fait ça va être Noël et il y a Vijay, donc le monsieur qui est SDF pas loin de l'école, qui va passer Noël tout seul et qui va pas avoir de cadeau. Non mais ça c'est pas possible. Bon ok, les enfants vous savez quoi, de toute façon au niveau du programme on est tranquille, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Ok, go. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cadeau ? Alors là, grande réflexion sur le cadeau. Il y a un élève qui dit ouais, une radio. Ah ouais, une radio, c'est génial ça. Ah non mais attends, le problème c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Attends, et si on faisait une radio dynamo ? Ah ouais, une radio dynamo, mais ça existe ça ? Je dis bah je sais pas, vous voulez aller voir sur internet ? Ouais. Alors hop, un groupe va sur internet. L'autre groupe, bon, si vous voulez offrir une radio dynamo, il va falloir avoir de l'argent. Ouais. Alors on va réfléchir à ce qu'on peut créer pour vendre, parce qu'à la récré, on va vendre au parc des Buttes-Chaumont. Nous on a la chance de faire notre récré dans le plus grand parc de Paris, la récré au parc des Buttes-Chaumont. Donc là, ils sont partis dans la création de marque-pages, qu'on voit là, des marque-pages. Et ils ont vendu ces marque-pages en français, en anglais, en espagnol à des touristes. Ils ont récupéré en une demi-heure plein d'argent. Et ce qui est très fort, c'est qu'il y a un groupe qui a trouvé « Mais oui, une radio dynamo, ça existe, etc. » Et donc ils sont revenus de la récré. Et moi j'étais dans mon bureau et là j'entends « Ouais !» Je sors du bureau, qu'est-ce qui se passe ? On a l'argent qu'il faut pour la radio dynamo. Bah, c'est génial et tout. Caro, par contre on a un problème, il nous faut une carte bleue. Ok, eh ben, je vais vous donner la carte bleue de l'école. Vous me remboursez ? Oui, ok. Alors donc super, ils font des maths. Ils me remboursent. Et puis après, ah non mais en fait on a un problème, ils vont nous livrer, mais... Ah mais attendez, il y a une option coursier.
Attends, ça coûte combien? 9,90. Ah, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Et là, j'entends à nouveau, ouais! Et en fait, ils avaient ce qu'il faut, donc c'est juste pour vous montrer ce qu'ils font, c'est qu'ils ont réussi à faire livrer pour Vijay une radio Dynamo en vendant eux-mêmes, enfin en faisant tout un projet de A à Z. Ça, c'est un exemple, mais j'en aurais 10 000 autres. Ils ont replanté des arbres en Casamance en faisant un partenariat avec une école dans un village de Teyel, où ils ont appris à lire, écrire, parce qu'ils étaient à fond pour correspondre avec leurs correspondants qui parlaient français dans ce village du Sénégal. Voilà, et c'est comme ça, c'est hyper vivant. Donc là, c'est la visite de Raoni. Là, c'est la reconnexion à la nature, parce qu'on est une école quand même en ville, hein, on n'a pas la chance d'être à la campagne comme Sophie Rabi. Et donc c'est hyper important pour nous de se reconnecter à la nature. Donc on fait des classes vertes, des sorties forêt, et figurez-vous qu'on fait classe dehors, tous les vendredis qu'il pleuve. Alors il faut pleuvioter, hein, parce que si c'est des trombes, non, on n'y va pas, mais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, nous allons en classe dehors. Il y a même une chanson sur la classe dehors. Et les enfants vont faire des maths, du français, tout en classe dehors le vendredi matin. Et on a aussi Living Scout maintenant, c'est une nouveauté depuis l'an dernier, donc on fait des scouts façon Living School. Là, c'est pour vous donner une autre idée des actions passées. L'an dernier, ça a commencé avec le rêve d'une petite fille qui voulait sauver les baleines. Et donc, on s'est plongé dans les océans, on a découvert la plastification des océans et les enfants se sont lancés à fond dans le zéro déchet. Et donc là, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Il y a juste un petit aspect technique, c'est que moi, je ne sais pas utiliser un Mac. J'ai du potentiel, hein, mais... Ah. Donc c'est une petite vidéo d'un film qu'on a réalisé avec les enfants de la classe de maternelle sur justement ce projet à l'année et sur ce rêve qu'avait Léane de sauver les baleines. J'espère que ça va marcher. C'est bon. Ah. Ce matin, nous sommes arrivés dans la classe comme tous les matins. Après un bye-bye à nos parents, nous commencerons l'éveil corporel. Léane veut nous partager son rêve de la nuit. J'ai rêvé que je sauvais les baleines. Elle nous donne envie de sauver les océans. Nous avons envie de peindre une baleine pour décorer notre classe. Et surprise, la baleine nous parle. Bonjour les enfants, merci de penser à moi et à mes amis de l'océan. Alors la baleine nous sauve une pluie des zooplanctons. Et nous nous retrouvons au milieu de l'océan. Elle me dit, est-ce que vous voulez découvrir où je vis? Oui, comme c'est beau. Elle nous amène voir sa copine, la tortue marine. Celle-ci a un petit creux et elle voit passer une méduse bien appétissante. Et miam, mais tout un coup elle devient bien palote. Vite, elle vient d'avaler un déchet plastique avec un pinceau qu'on avait apporté, mais c'est tout sous la carapace. Et tout à coup, tout enfin la tortue peut aspirer. Elle nous raconte qu'il y a trop de déchets dans la mer. Elle les confond parfois avec de délicieuses méduses. Ils ajoutent « ça n'est plus possible » et après ils expliquent tout ce qu'ils font, mais là il y a peut-être un petit souci de chargement. Ah, il n'y a plus internet.
Donc après, ils expliquent tout ce qu'ils font, notamment en zéro déchet, qu'ils fabriquent eux-mêmes leur dentifrice puisqu'on se lave les dents à l'école, qu'ils fabriquent leur colle, et qu'ils n'ont pas de plastique, ils n'ont pas de feutre à l'école, mais qu'ils ont que des crayons, qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs éponges en tawashi, je crois que ça s'appelle. Et voilà, donc c'est toute l'action qu'ils ont menée pour cette année par rapport au zéro déchet. Et ce que j'ai trouvé formidable dans ce projet, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Toutes les rentrées, je dis à mes parents d'élèves, c'est super d'inscrire vos enfants dans notre école et bravo pour votre envie du meilleur pour votre enfant et de contribuer à un monde meilleur. Maintenant, cyniquement, c'est presque un peu trop tard. C'est-à-dire que c'est à nous, les adultes, d'agir là maintenant, puisqu'on a très peu de temps pour agir. Et donc, les parents, l'an dernier, ont déjà réalisé un premier rêve, c'est qu'ils se sont bougés à fond sur le zéro déchet. Ils ont créé un WhatsApp groupe, partagé plein de pratiques et on a été hyper nombreux à réduire nos déchets et à nous engager vraiment dans le zéro déchet à la maison. Et cette année, c'est encore plus fort, c'est qu'on est quasiment une école des parents sur Changer le Monde. Donc on est tout un groupe hyper motivé, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va le faire. Et en se disant, voilà, c'est à nous, les adultes, d'ouvrir le chemin et on ne peut pas juste se reposer sur la génération qui vient parce que ce ne serait pas juste. Et donc je regarde juste parce que j'ai un peu de retard, mais c'est pas grave. Voilà, juste vous dire qu'on est ce centre de formation, donc on fait des formations pour les parents, pour les enseignants, pour les professionnels de l'éducation. Je passe sur les témoignages, mais juste vous dire que ça a des résultats assez extraordinaires. Là, dernièrement, on est intervenu dans une mairie et il y a une responsable de la petite enfance d'une mairie de la banlieue parisienne qui est arrivée dans un centre qu'on avait formé et elle a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Alors les gens ont souri, elle a dit « Mais vous avez une ambiance entre vous dans l'équipe qui est géniale et puis avec les enfants vous êtes valorisants, mais il s'est passé quoi ?» Ben, on a eu 2 jours de stage au savoir-être et à l'éco-citoyenneté avec Living School. Et du coup, elle a dit, vous savez quoi, je vais former toute la petite enfance. Donc on est maintenant plutôt avec des problèmes de taille, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à répondre à l'offre qui arrive, mais très heureux de voir qu'il y a une envie, un élan, parce que c'est tellement important. Et un petit mot de nos anciens, je pense que ce qui les qualifie, c'est qu'ils sont plutôt bien dans leur basket, qu'ils savent se positionner quand c'est pas juste, qu'ils n'ont pas peur des adultes, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude de parler de personne à personne aux adultes, ils sont souvent délégués dans leur classe. Et là, j'ai un élève qui a pris ma relève il y a 3 ans, qui allait faire un forum à ma place en Islande. Il l'a fait en anglais, à 14 ans, devant toutes les personnes pour présenter notre école. Et il avait carte blanche et il a été extraordinaire. Et je termine en vous disant des petites ressources. Donc là, sur notre site internet de Living School, dans la partie ressources, vous allez trouver un kit de 38 pages qui vous prend par la main pour vous montrer, pour vous dire comment mettre en place un cahier de réussite dans la classe, comment mettre en place des cercles de valorisation, comment... voilà, c'est vraiment tout un déroulé, c'est hyper pédagogique, il y a 38 pages et c'est gratuit et c'est génial. Et il y a mon livre, S'épanouir à l'école, il y a des ateliers, des conférences, des formations au savoir-être pour les parents et les professionnels de l'éducation. Et voilà. Merci beaucoup Caroline, bravo. Chapeau pour le respect du timing, impressionnant. Il nous reste 15 minutes pour faire une séance de questions-réponses si vous avez des questions. Oui. Bonjour, j'ai une question parce qu'en fait d'un coup ça m'est venu pendant j'ai regardé Sophie juste avant vous et vous, et en fait je me suis aperçue en écoutant une conférence à la radio il n'y a pas longtemps que le plus gros problème c'était souvent les moyens. Et du coup je me demandais combien ça coûte d'inscrire un enfant à l'école. Alors c'est une vraie question et en même temps c'est pas une vraie question. C'est-à-dire que oui, chez nous c'est très cher puisqu'on est privé hors contrat. Donc ça coûte plus de 7 000 € par an. Donc c'est très cher. Maintenant, la réalité terrain, c'est qu'on démultiplie et on forme. Là, j'ai pas donné le témoignage de Marion, qu'on a formé, qui est en Ulysse, qui est dans l'éducation nationale. Les gens qu'on forme en majorité sont dans l'éducation nationale. Et pour le coup, les moyens, c'est quoi ? C'est l'humain. C'est à partir du moment où une personne, une seule, prend conscience, se repositionne,
prend conscience de son potentiel, se repositionne, voit le potentiel des enfants et se repositionne, tout est changé. Dans sa classe d'Ulysse, elle a démarré avec 12 élèves, avec une ambiance horrible où les enfants se tapaient dessus, se crachaient dessus, s'insultaient. Elle a terminé l'année en disant « Je n'ai jamais imaginé que je pourrais terminer une année en Ulysse comme ça ». Les enfants se trouvaient des réussites mutuellement, s'encourageaient, et elle avait réussi à faire investir dans un punching ball dans sa classe, que j'ai trouvé juste incroyable. Donc pour moi, c'est surtout une question... Oui, chez nous, c'est cher, ok. Maintenant, on a aussi, pour la rentrée prochaine, 4 à 5 boursiers, c'est-à-dire des scolarités à 0 pour des familles dites démunies. Donc on n'est pas non plus complètement dans les choux. Mais notre façon de démultiplier, elle est autre. Elle est par ces 2000 professionnels de l'éducation que nous formons qui, sur le terrain, impulsent. La mairie dont je vous ai parlé, les animateurs, ils sont en centre social, dans des zones hyper défavorisées, et ils font un boulot mais extraordinaire. Et c'est lié à quoi? C'est lié juste au positionnement humain. Donc le moyen, il est humain, avant tout. C'est je prends conscience de mon potentiel, je me repositionne, et parce que je me suis repositionnée, je touche les cœurs des autres et je fais bouger les lignes. J'aimerais savoir un exemple pour illustrer le croco. Alors, vous en avez forcément... Est-ce que vous avez une classe? Non, pas de classe? Des enfants? Oui, deux. Deux. Allez, dites-moi un exemple pour illustrer le croco. Non, mais comment vous qualifiez les colères, justement? Alors, à quel justement, moment vous qualifiez ça de croco? Alors, déjà, on va d'abord et toujours parler du grand potentiel de l'enfant. Donc, jamais introduire le crocodile sans avoir parlé de son grand trésor. Et ça, je peux vous dire que c'est un biais, puisque maintenant, ça fait plus de 15 ans que je forme. Si les gens s'attellent à juste au crocodile, il ne se passe rien. C'est comme un désert, c'est mort. Il faut nourrir la bonne image de soi, nourrir le potentiel. Donc, d'abord le grand trésor, d'abord le potentiel, d'abord les cahiers de réussite. Et dans un deuxième temps, oh, mon petit chéri, ma petite chérie, tu vois, quand tu fais ça, il y a une énergie en toi qui fait « Ah !» Alors, tu dirais que c'est quoi cette énergie-là? C'est pas forcément un crocodile pour votre enfant, ça peut être autre chose. Une petite fille, une fois, qui m'a dit « Mais moi, c'est pas un crocodile, moi, c'est une lionne !» Voilà, donc ils pourront trouver leur animal. D'accord, ok. Mais est-ce que tu sais que cette lionne, tu peux apprendre à l'apprivoiser, tu peux apprendre à la gérer, tu peux faire en sorte qu'elle soit plus petite. Et donc l'aider à voir ce que c'est que cette lionne, par exemple. Mais donc j'ai utilisé le crocodile parce que c'est le terme générique à l'école, mais ça peut être n'importe quel animal. L'important, c'est juste de permettre à l'enfant de devenir conscient de son ego négatif et nous-mêmes d'être exemplaires. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, les enfants ne vont pas vous louper non plus. Tiens, maîtresse, on dirait que ton crocodile est sorti. Voilà, ou papa, maman, on dirait que ton crocodile est sorti. Voilà, ils ont aussi un détecteur. Un, deux. Je vais repréciser ma question. Justement, vous avez dit, quand tu fais ça, c'est ton croco qui parle, ou ta lionne, peu importe. Le ça, c'est quoi? Donc ça peut être la colère, ça peut être l'agressivité, ça peut être le fait de faire quelque chose par derrière, ou de mentir, ou ça peut être le retrait, ou ça peut être la peur. C'est-à-dire que souvent, au niveau de la racine, tout va être basé sur la peur. Et donc pouvoir accompagner l'enfant en disant, alors oui, autre utilisation des super ouvrages des éditions pour penser, petite peur à la noix, je n'ai pas besoin de toi. Ça, c'est magique pour les enfants, notez-le vous. Petite peur à la noix, je n'ai pas besoin de toi. Donc on va qualifier les émotions qu'il ressent, et en fait, le crocodile, ce sont toutes ces émotions qui vont avoir un impact négatif dans l'environnement de l'enfant, pour lui-même et pour les autres. Voilà, donc ça va être ça. Des émotions, on va dire, qui ne sont pas au service de la vie. D'accord. Mais la colère en est une au service de la vie. Elle est alors, quand elle est... Nous, alors justement, c'est très intéressant parce qu'en CNV, on n'est pas aligné avec la CNV en psychologie d'évolution. On a un énorme terrain commun, mais on a des choses qui nous différencient. Pour nous, la colère, une colère saine à sa place par rapport à quelque chose qui est injuste, elle est OK. Une colère destructrice, où je vais tout saccager, donner des coups de pied, etc., elle n'est pas au service de la vie. C'est ce que je voulais savoir. Il y a colère et colère. Non ? Exactement. Merci. Est-ce qu'on pourrait dire colère et indignation? Oui, peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Pardon.
Bon alors, je vais insister sur les points qui m'ont posé problème. C'est parce que tout le reste j'étais d'accord, mais du coup ça peut paraître négatif. Je me demandais, le fait de dire le positif aux enfants parce qu'ils le demandent, est-ce que ce serait pas une forme de mensonge, puisqu'on insiste sur le positif et on ne dit pas le négatif, et ça donne pas une conscience objective de la réalité? Et j'ai une deuxième question. Vous les orientez clairement, j'ai l'impression, dans votre éducation, et pour le côté écologique, etc., vers un but qui, pour moi, est positif, clairement, mais c'est une forme de manipulation, je me dis. Est-ce que ça pose pas un problème moral? Mais c'est vraiment une question, c'est pas une affirmation. Ah, redites-moi juste le premier, parce que je suis partie très fort sur le deuxième. Ok. Est-ce que dire que le positif à un oui, enfant... c'est bon. Ok. En fait, là, ça revient. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait rentrer dans la théorie plus précisément avec vous, et c'est pas nécessairement évident sur les supports visuels, mais je dirais que ce qu'on apprend, nous, c'est à discerner. Et donc, dans le discernement, on va à la fois voir le plein potentiel des enfants, qui est toujours là. Même si l'enfant, il est en pleine crise, il est hors de lui, il y aura toujours ce plein potentiel. Et en même temps, il y a ce potentiel frustré, contrarié, qu'on appelle, quand on est adulte, l'ego négatif, qui lui est là aussi. Et donc on va voir les deux. Et on a cette vision globale, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mettre en avant un truc plus qu'un autre. On a une vision globale. Or, pour l'instant, dans la société, la vision est d'abord sur les aspects extérieurs de la personnalité. Et le premier aspect extérieur de la personnalité, c'est quand même l'ego. Et donc, du coup, les gens vont focaliser sur l'ego en disant « oui, il est colérique », ou alors « il est lent », ou alors « il est pénible », au lieu de voir que derrière ça, donc déjà que, ça, c'est une manifestation liée aux impacts reçus souvent dans l'enfance, et qu'ensuite, le potentiel est là toujours. Et nous, ce qu'on apprend à l'école, c'est la communication de potentiel à potentiel. C'est de vraiment aller au-delà de l'ego. C'est pouvoir vraiment voir l'autre dans son plein potentiel, aller le rencontrer dans son plein potentiel. Alors parfois, on va y arriver, parfois, on ne va pas y arriver parce qu'il n'y aura pas de répondant nécessairement en face et que la personne sera enfermée dans son agressivité. Mais la plupart du temps, quand même, quand on s'adresse au plein potentiel d'une personne, on arrive à la rencontrer. Et le deuxième aspect, il est intéressant dans ce que vous dites. Pour nous, on n'est pas du tout dans de la manipulation. Je vais vous dire, moi, ça fait donc 20 ans que je travaille sur moi. La conclusion que j'ai portée de tous les accompagnements que j'ai pu faire ou dont j'ai pu être témoin, c'est qu'au fond, nous sommes faits pour être altruistes et pas autre chose. C'est-à-dire qu'on est là pour ça. Nous sommes naturellement bons, nous sommes faits pour être altruistes. Du moment où notre potentiel n'a pas été contrarié, frustré, du moment où nos 4 niveaux de potentiel, le corps, la dimension du cœur, la dimension intellectuelle, la dimension créative ont pu se développer harmonieusement, alors naturellement, l'être humain est fait pour contribuer. Il est fait pour être altruiste. Et pour moi, ça, c'est vraiment notre nature. Et donc, c'est pour ça que c'est pas de la manipulation, c'est juste réveiller. C'est même pas réveiller, c'est révéler, puisque c'est les enfants qui conduisent eux-mêmes les projets. Nous, on leur impose aucun projet, c'est eux qui les conduisent. Sur ce point-là, on rejoint la CNV et Marshall Rosenberg. Je vais passer le micro devant. Alors d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai pleuré du début jusqu'à la fin, parce que c'était vraiment très émouvant, ça correspondait tout à fait à mes valeurs et à ce que j'aurais voulu pour ma fille. Et la deuxième chose que je voulais savoir, c'est au niveau du cursus scolaire, vous suiviez le programme national, c'est bien ça? Et comment est-ce que vous trouvez le temps pour mettre en place tous ces projets et accompagner les enfants? Parce que suivre le programme, je veux bien, mais il faut aussi permettre à l'enfant d'avoir envie d'apprendre. Et comment est-ce que vous procédez dans ce cas-là? Alors, en fait, on arrive à suivre le programme de l'éducation nationale. On le fait pas par obligation, on le fait parce qu'on souhaite que si nos élèves vont ailleurs, ils ne souffrent pas de l'adaptation qu'ils auraient à faire. Donc, on veut leur donner à minima les connaissances qui sont dans le socle commun. Donc ça, on le suit. Après, on fait de l'anglais, on fait de l'éco-citoyenneté, on fait du savoir-être. Tout ça, c'est dans notre emploi du temps avec des heures dédiées. On fait des conseils d'enfants, on fait des tonnes de trucs. Et les gens nous disent souvent, mais comment vous faites tout ça? En fait, on le fait puisque le levier principal, il est au niveau du cœur. C'est-à-dire que vu qu'on travaille les 4 niveaux du potentiel, on va énormément travailler là où est le moteur. Le moteur, à votre avis, il est où?
dans le cœur, il est dans le cœur. Et c'est là que ça dit oui j'ai envie, oui j'ai pas envie. Et vu qu'on va travailler à ce niveau-là, au niveau des apprentissages, l'élan naturel d'un enfant, c'est d'apprendre, c'est d'aller dans la découverte, c'est d'avoir envie d'évoluer, de grandir, de comprendre. Naturellement, tous les enfants ont ça, et donc on accompagne ça. Et si un enfant ne l'a pas, on va l'accompagner pour voir où est le blocage, pour débloquer, pour qu'il puisse y aller, il puisse aller vers les connaissances. Et merci beaucoup pour votre retour, ça me touche aussi. Et du coup, j'en profite parce que j'avais une info hyper importante à faire passer, j'ai oublié, et là mon équipe serait là, oh Caro. On va recruter en janvier quelqu'un sur un CDD pour remplacer un congé mater. Et on cherche quelqu'un qui serait un peu expérimenté, qui aurait envie de venir se former chez nous. Donc si vous connaissez des gens, des enseignants qui auraient envie de venir, alors c'est à Paris, donc je sais que chez vous, vous ne serez pas forcément très motivés, mais vous avez sûrement des amis parisiens super qui ont envie de découvrir une pédagogie innovante sur un temps de dispo, par exemple. Voilà, donc il y aura un CDD de janvier jusqu'à la fin de l'année pour remplacer un congé mater chez nous. Voilà, je voulais vraiment le dire parce que sinon j'aurais pas été fidèle à mon équipe. Dernière question. Oui, bonjour, donc merci pour ce fabuleux témoignage parce que clairement c'était voilà, moi aussi beaucoup d'émotions, très enthousiasmante et pourtant voilà, je connais déjà un peu ton parcours. Donc maintenant je suis sur Agde et en fait je voulais juste passer un message, à savoir j'adorerais pouvoir faire venir toi ou quelqu'un de ton équipe pour venir nous former au savoir-être. Et du coup, créer un petit groupe ici, autour d'Agde, de Montpellier, pour voilà, avoir au moins déjà les 2 jours de formation au savoir-être et pour les professionnels de l'éducation. Donc je lance une bouteille à la mer. Si certaines personnes sont intéressées pour qu'on organise du coup un petit groupe et qu'on puisse faire venir quelqu'un de l'équipe pour nous former, ça serait génial. Donc je suis archi partante. Je sais pas, je vais peut-être te laisser mes coordonnées, voilà. Dis aux autres tes coordonnées, c'est Marie-Élodie qui était venue faire une reconversion chez nous. C'est ça, la reconversion est faite grâce à vous en partie, c'est clair. Donc voilà, en tout cas, si quelqu'un est tenté, j'adorerais pouvoir organiser ça sur... Dis peut-être comment on peut te trouver, si tu as un site internet. Oui, alors du coup, donc, j'ai commencé donc, chez Living School pour me reconvertir. Entre-temps, je suis devenue professeure des écoles dans l'éducation nationale et je viens de créer mon école alternative là, depuis septembre sur Agde, donc Free Little Bird School. Et voilà, donc j'ai les locaux, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir un groupe et j'aimerais former du coup mon équipe et moi-même à nouveau donc, avec tes valeurs et ton projet. Donc voilà, si vous voulez, du coup, Free Little Bird School. Exactement, Free Little Bird School ou à Caroline directement, moi si vous voulez me voir juste après, pour faire ça là d'ici la première année. Génial. Bon, et moi mes parents d'élèves vont me dire t'étais vraiment à une conférence parce que t'as l'air drôlement bronzé. Je m'expliquerai que j'ai failli prendre une insolation. Il fait super chaud. Voilà. Merci Caroline, on arrête là. Ouais, avec plaisir. Justement.